Je vais laisser la parole à donc, Valérie Masson-Delmotte pour la vraie introduction de cette université. Alors c'est difficile de vous présenter, Valérie, parce qu'il y a beaucoup d'angles d'attaque quand on parcourt votre CV. Moi, j'ai vu qu'en 2022, vous faisiez partie des 100 personnes les plus influentes du monde selon le magazine Time. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose qu'on écrit sur son CV, mais en tout cas, c'est pas mal. Et vous êtes directrice de recherche au CEA, donc le CEA avec qui Vinci Construction a un partenariat maintenant qu'on pourrait qualifier d'historique. Et vous avez été coprésidente du groupe numéro 1 du GIEC jusqu'en 2023, donc entre 2015 et 2023. Et puis aujourd'hui, peut-être qu'on peut dire qu'on vous donne la parole également au titre de votre implication dans le comité consultatif national d'éthique sur les questions climat et santé. Donc merci beaucoup pour avoir accepté l'invitation. Oui, bonjour. Et donc pour cette introduction, je vais bien sûr m'appuyer sur l'état des connaissances issues des sciences du climat dans le monde, avec cette figure du dernier rapport de synthèse du GIEC, qu'on a essayé d'humaniser en mettant des personnes nées à des moments différents. On pourrait aussi mettre des bâtiments construits à des moments différents et qui soulignent en fait le réchauffement observé à ce jour au niveau planétaire. Une année, une barre du bleu au rouge quand cela se réchauffe, les évolutions futures projetées en fonction des émissions de gaz à effet de serre à venir et qui montrent que le niveau de réchauffement futur va dépendre des choix qui sont faits en termes d'émissions de gaz à effet de serre et ont des implications de gestion de risque, d'adaptation qui augmentent à mesure du réchauffement à venir et sont inévitables. Alors, dans le monde, on a des émissions de gaz à effet de serre qui baissent en France comme dans 22 pays, mais elles continuent à augmenter. Et le point intéressant, c'est que les trajectoires de très fortes émissions de gaz à effet de serre, élevées ou très élevées, sont maintenant beaucoup moins plausibles. La trajectoire qui ressemble le plus à l'extrapolation des politiques publiques déjà mises en œuvre, c'est un scénario intermédiaire. Et on a des leviers d'action pour réduire plus rapidement les émissions de gaz à effet de serre qui pourraient permettre d'aller en dessous de ce scénario intermédiaire d'émissions. Alors, premier focus sur une réactualisation de l'état des connaissances, les émissions de gaz à effet de serre dans le monde depuis la révolution industrielle. Donc, le gros morceau en violet, ce sont les émissions de CO2 liées aux énergies fossiles, donc pétrole, charbon et gaz naturel fossile. Ensuite, on a en vert la partie CO2 liée au changement d'affectation des terres, notamment l'effet net de la déforestation. Ensuite, le deuxième gros facteur du réchauffement à ce jour, ce sont les émissions de méthane, donc gaz à effet de serre à courte durée de vie, puissant, qui a un effet également sur la qualité de l'air par la chimie atmosphérique, favorisant en fait la formation d'ozone en surface. Donc ça, c'est les deux points importants à retenir. Donc sur les émissions mondiales de gaz à effet de serre, c'est dû à 70% aux énergies fossiles, qui jouent aussi sur les fuites de méthane. Si on regarde les toutes dernières années, donc vous avez un ralentissement des émissions de CO2 liées à la déforestation dans le monde. Et pour la partie CO2 liée aux énergies fossiles, elle continue à augmenter, mais plus lentement que sur la décennie précédente. Et notamment donc avec des progrès d'efficacité et des évolutions de mix électrique favorisant de l'électricité bas carbone. Ça, c'est les deux facteurs qui contribuent à ce ralentissement. Alors, si l'on regarde ce que devient le CO2 qu'on met dans l'atmosphère, on en met dans le monde 40 milliards de tonnes chaque année. On a seulement à peu près la moitié qui reste dans l'atmosphère, l'autre moitié qui est reprise par la réponse naturelle de la végétation et de l'océan. Donc c'est un service formidable en fait que nous rendent l'océan, la végétation et les sols en captant chaque année à peu près la moitié de nos émissions. Néanmoins, la partie qui s'accumule dans l'atmosphère, une fois qu'elle y est, elle va y rester très longtemps, 15 à 40% pendant plus de 1000 ans. Donc c'est aussi un déchet à longue durée de vie de ce point de vue-là. Alors, les choses récentes, c'est le fait que plus on met du CO2 dans l'atmosphère, plus on dope la photosynthèse, plus on en a qui rentrent dans le puits de carbone terrestre. Mais un climat qui se réchauffe, et notamment plus chaud et plus sec, en fait, il sape l'efficacité de ce puits de carbone. On estime que l'effet du climat,
c'est une perte d'à peu près 27% déjà, en fait, de l'efficacité de ce puits terrestre, mais qui continue à augmenter avec la concentration de CO2 dans l'atmosphère, mais moins vite. Et de la même manière, le puits océanique stagne depuis après 2016, et on estime que l'effet climat a conduit à perdre à peu près 6% d'efficacité de ce puits océanique. Alors, deuxième volet, deuxième volet, pourquoi est-ce qu'on parle de décennie critique ? Donc, sur la base des politiques publiques actuelles et de ce rythme d'action dans le monde, on estime attendre à horizon 2030 une légère hausse des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Si les engagements dans le cadre de l'accord de Paris, le Green Deal européen et tous les autres sont tenus, alors on pourrait avoir un pic et une baisse. Donc, le pic est déjà passé en Europe, il est passé depuis 2005 aux États-Unis, il est en ce moment, cette année ou l'année prochaine, en Chine. Donc le fait de respecter les engagements internationaux pourrait permettre de matérialiser cette inflexion. Et si les engagements de la COP28, tripler le rythme de déploiement des renouvelables, doubler les gains d'efficacité énergétique sont tenus, à eux seuls, ça permettrait d'abattre à peu près 10% des émissions de CO2 liées aux énergies fossiles dans le monde. Voilà à peu près où nous en sommes. Alors, en ce qui concerne l'évolution du climat planétaire, on a différents indicateurs. Donc, ce qui se passe, c'est par l'augmentation des rejets de gaz à effet de serre, on a un déséquilibre du bilan d'énergie de la Terre et une accumulation de chaleur. Le plus gros de la chaleur va dans l'océan, 90%. Une partie fait fondre tout ce qui est enneigé et englacé, recul des glaciers, du manteau neigeux et le reste. Et une partie, en fait assez faible, c'est le réchauffement des sols et de l'atmosphère. Donc là, c'est l'indicateur réchauffement de surface que je vous montrais tout à l'heure avec le code barre, version série scientifique. Donc vous voyez ce réchauffement qui se poursuit depuis les années 60 à un rythme élevé. Le rythme sur la dernière décennie a été encore plus élevé qu'auparavant. Pourquoi ? Donc deux facteurs qui jouent. La partie effet réchauffant des gaz à effet de serre qui continue à augmenter. Et puis, c'est en partie masqué en bleu par l'effet refroidissant parasol des particules de pollution. En Europe, en Chine, en Amérique du Nord, on a fait des progrès pour émettre moins de particules de pollution, pour améliorer la qualité de l'air. On perd un peu cet effet de masque. Les deux facteurs jouent maintenant dans le même sens vers un réchauffement. Donc, les points importants à retenir. Sur la dernière décennie, on en est à 1,2 degré de réchauffement observé, en moyenne sur 10 ans. La partie attribuable à l'influence humaine, elle est égale au réchauffement observé, plus pour la partie gaz à effet de serre, en partie masquée par cet effet parasol que je décrivais. Sur l'année 2023-2024, on a en plus un événement El Niño, donc c'est un événement naturel lié aux interactions océan-atmosphère dans les tropiques, qui conduit à avoir un réchauffement plus marqué à la surface. Donc là, c'est la variabilité naturelle qui module la tendance due aux activités humaines, qui joue dans le même sens. Et du coup, on a des records de température, comme vous voyez, 2023-2024. Et pour la première fois au niveau planétaire, cette année, on dépasse 1,5 degré de réchauffement. Ça ne veut pas dire que ce niveau de réchauffement planétaire est atteint. Ça va se représenter de plus en plus souvent. Et quand ce sera une année sur deux, on estimera que ce niveau de réchauffement planétaire sera atteint. On l'attend la prochaine décennie. Alors le réchauffement, il est plus prononcé au-dessus des continents que la moyenne planétaire, très marqué dans les régions froides. En Europe, pour 1,2 degré de réchauffement planétaire, c'est déjà plus de 2 degrés de réchauffement. Et c'est la même chose, en fait, si l'on regarde du côté de la France métropolitaine. Ça s'est publié aujourd'hui par Météo France. C'est la réactualisation du changement observé en France métropolitaine. Donc si on prend les derniers 10 ans, c'est en France 2,1 degrés de plus qu'en 1900. Et les dernières années ont été aussi particulièrement chaudes, notamment 2022-2023. Et là, on commence à rentrer dans une plage de température qui sera, en France métropolitaine, le niveau moyen attendu vers 2050 pour 2 degrés de réchauffement planétaire. Et donc, l'enjeu pour les années à venir, c'est anticiper quelles seront les années records, les événements records qui vont continuer à changer à mesure du réchauffement planétaire pour y être mieux préparés.
Autre aspect remarquable, l'accélération du rythme de montée du niveau de la mer. C'était 2 mm par an dans les années 1990. C'est maintenant à plus de 4 mm par an, parce que l'océan se réchauffe davantage, du fait du déséquilibre du bilan d'énergie de la Terre qui a augmenté, parce que les glaciers fondent vite, spectaculaire dans les Alpes ces dernières années, et enfin parce que le Groenland et l'Antarctique perdent de plus en plus de masse sur les derniers 30 ans. Et donc c'est ça qui fait cette accélération. Du coup, augmentation des inondations chroniques à marée haute, à Cayenne en Guyane, record de submersion lors des tempêtes, Saint-Pierre-et-Miquelon avec des déménagements en fait, d'infrastructures et de petites communautés, salinisation sur certains estuaires. Donc cela fait partie des conséquences que l'on commence à voir. Ce n'est pas simplement l'effet chronique, mais c'est surtout la surcote lors des tempêtes qui augmente en fait, qui dépasse les capacités en fait, des ouvrages de protection sur les littoraux. Conséquence par exemple à Mayotte, c'est destruction de l'usine de désalinisation, endommagement, parmi les infrastructures littorales touchées par les extrêmes de niveau marin lors d'un ouragan de forte intensité. Donc, le changement climatique, pour chaque demi-degré ou chaque dixième de degré de réchauffement supplémentaire, il va altérer la probabilité d'occurrence et l'intensité d'un ensemble d'événements météorologiques. Donc, parmi les choses remarquables, moins d'extrêmes froids, plus d'extrêmes chauds, en lien direct avec le réchauffement, sur Terre et en mer. Donc, nous, on est en Europe de l'Ouest WCE. Donc, sur tous les continents, en fait, on observe cette intensification des extrêmes chauds. Donc, ça va être les records de température de jour. En France, de plus en plus, à plus de 40 degrés. On dépasse 45 degrés même dans le sud de la France. Mais c'est aussi une augmentation, par exemple, du nombre de nuits tropicales, comme on a vu à Nice, qui est aussi liée au réchauffement de la mer et à cette accumulation de chaleur. Une atmosphère plus chaude, elle dope en fait l'évaporation et la transpiration. Et donc, quand on a une période de manque de pluie, elle aggrave en fait les sécheresses agricoles qui touchent à l'humidité des sols, comme on l'a vu en 2022 en métropole, sécheresse grave encore en Guyane en ce moment. Et enfin, un climat plus chaud fait que l'atmosphère peut contenir 7% de vapeur d'eau en plus par degré de réchauffement. C'est une relation connue depuis le 19e siècle, et c'est ce que l'on observe. Et donc du coup, le même orage, la même tempête ou le même cyclone tropical dans le climat actuel peut donner lieu à des cumuls de précipitations concentrées plus importants. Et on l'a vu à plusieurs reprises en France. Je vous ai mis le lien vers les deux types d'études d'attribution qui sont faites suite à des événements extrêmes à forts impacts et qui permettent assez rapidement de poser un diagnostic. Est-ce que c'est juste de la variabilité naturelle climatique rare, ou est-ce qu'on peut conclure que cet événement a été rendu plus probable, plus intense, donc des dommages plus importants? Et comment est-ce qu'on attend que ce type d'événement se caractérise dans les décennies à venir? Donc ça peut être quelque chose d'intéressant pour suivre ce type d'outils. Et en fait, les impacts ou les risques, c'est l'interaction entre ces 33 facteurs climatiques générateurs d'impact qu'on a identifiés, les effets graduels, les extrêmes, l'exposition à ces aléas. Par exemple, en France, on a 10 millions de logements sur des sols argileux, donc on est particulièrement exposé au coût en fait, des dommages liés aux sécheresses. On a beaucoup construit dans les plaines inondables ou sur les littoraux, donc on est particulièrement exposé aux inondations. Et enfin, cela dépend également des vulnérabilités. Donc, exemple de vulnérabilité, habitat informel très fragile dans certains territoires d'outre-mer et dans les pays en développement. Les vulnérabilités, ça peut être des personnes âgées, plus fragiles par rapport aux vagues de chaleur. Ça peut être aussi les vulnérabilités spécifiques des enfants qui ne savent pas nager, susceptibles à la chaleur, ou par rapport à la discontinuité de l'accès à l'éducation en cas d'événement extrême, qui est une perte de chance. Et donc dans le monde, on a la moitié de la population mondiale qui vit dans des contextes hautement vulnérables par rapport au changement climatique, pas simplement sur ces aspects, on va dire, de risque, mais aussi qui dépendent de l'état des écosystèmes, donc les effets indirects, pour la gestion des forêts, pour la pêche ou pour l'agriculture, et donc des revenus qui dépendent aussi en fait des conséquences du climat sur la production alimentaire. Alors je n'ai pas dit les effets de climat urbain, je vais quand même y revenir. Donc les îlots de chaleur urbains amplifient les effets de vagues de chaleur qui augmentent, et puis l'imperméabilisation des surfaces
amplifie le ruissellement avec les pluies extrêmes. Et donc on voit qu'on a une interaction entre l'urbanisation, ses formes, et ces événements dopés par un climat qui se réchauffe. Alors je parlais des écosystèmes, donc on a une dégradation observée des forêts dans de nombreuses régions du monde. En France, en fait, les forêts se sont accrues avec la déprise agricole. Donc on avait un puits de carbone qui absorbait à peu près 10% de nos émissions de CO2 et qui augmentait. Mais du fait de la hausse de la mortalité des arbres avec des conditions plus chaudes et plus sèches, un ralentissement de la croissance des arbres, on a perdu la moitié de ce puits de carbone forestier. Et c'est un vrai défi pour boucler la stratégie nationale bas carbone sur la biomasse. Donc on a besoin d'avoir un puits de carbone, on a besoin des forêts, biodiversité, mais on a aussi besoin de bois énergie, bois construction. Et donc on est contraint finalement par ces caractéristiques d'un climat qui se réchauffe et qui affecte l'état de santé des forêts. Et le deuxième exemple, donc dans l'océan, on a plus de vagues de chaleur marine, une acidification, un océan plus chaud qui rentre moins d'oxygène. Donc c'est un ensemble de stress pour la vie marine. Vous savez que la France, elle va héberger la conférence de l'ONU pour l'océan. C'est pour le côté océan qu'on est le plus en retard sur tous les aspects des objectifs du développement durable. Et une des conséquences d'un océan plus chaud, c'est les blanchissements de coraux tropicaux, 4e épisode mondial cette année, avec une dégradation en fait de la diversité biologique des coraux et des services qui sont rendus pour les sociétés qui en dépendent. Donc à retenir, chaque incrément de réchauffement supplémentaire, il affecte un ensemble de facteurs générateurs d'impact. Alors je n'ai pas abordé par exemple les conditions propices aux incendies ou le recul des glaciers qui ont des effets localement ou de l'enneigement. Et puis cela affecte tous les secteurs d'activité, donc notamment les espèces vivantes qui se déplacent. Du coup, on a de nouvelles aires climatiques qui deviennent propices à des vecteurs de maladies. Par exemple, les moustiques tigres, vecteurs de la dengue en métropole, ou bien certains moucherons qui sont vecteurs de fièvre pour les animaux d'élevage, qui touchent durement en fait le secteur de l'élevage actuellement dans nos régions. Les effets en fait sur la production agricole sont globalement négatifs, notamment à travers les effets chaleur, sécheresse et dans certains cas inondations. Les rendements agricoles en France sur ces dernières années ont montré en fait des pertes importantes. Cela affecte la santé et le bien-être à travers la chaleur, l'exposition à des pathogènes pendant les inondations ou les déplacements contraints. Et les dommages les plus économiquement lourds, en fait, c'est à travers pluies extrêmes de toutes formes et infrastructures dans les villes. C'est là où en fait on a les coûts économiques les plus lourds. Et dans certains territoires fragiles, par exemple les petites îles en développement, les dommages sur les infrastructures sont tels que souvent ça affecte le PIB. Quand on a des cyclones tropicaux de forte intensité, dont la proportion augmente, ça peut affecter le PIB pendant une dizaine d'années, voire davantage. Donc la France, elle est particulièrement exposée. Je l'ai dit tout à l'heure, vous avez une carte qui montre en métropole et dans les outre-mer l'exposition aux aléas climatiques. Ça concerne 2/3 des communes, 2/3 de la population, avec des impacts croissants observés donc en termes de santé, d'approvisionnement en eau, de production agricole. On se pose la question de l'habitabilité de certains territoires en montagne, du fait de l'augmentation des coûts, par exemple, de maintenance des voies de transport, ou sur le littoral, avec le début d'une réflexion sur un repli stratégique et planifié. On a des inégalités de vulnérabilité et d'exposition, et puis en fait, les impacts qui s'aggravent, ça montre qu'on touche en fait aux limites de l'adaptation mise en œuvre actuelle, parfois même des capacités de réponse, et se posent de plus en plus des questions d'assurabilité. Vous savez qu'aux États-Unis, les assureurs privés se sont retirés des risques incendie ou inondation. Dans certaines communes, ça devient de plus en plus difficile en fait. Et on l'a vu également post-Irma dans les territoires des Antilles. Donc on est sur des enjeux économiques qui sont soulignés dans les derniers rapports du Haut Conseil pour le climat ou le rapport de Bercy de cette année sur l'assurabilité des risques physiques. Alors vous allez revenir sur les enjeux liés à la santé, mais je veux mettre l'accent dessus. Donc le stress thermique qui a de multiples effets sur le bien-être et la santé, les événements extrêmes, notamment qui entraînent des déplacements contraints, qui interrompent l'accès aux services de santé, qui sont des pertes de chance, et puis l'exposition à des pathogènes aquatiques. Dans certaines régions, on a déjà des effets qui aggravent
l'insécurité alimentaire, et on sait que la malnutrition, notamment maternelle et infantile, c'est une perte de chance à long terme, en termes de capital santé. On a également donc les effets via les vecteurs de maladies, tiques, moustiques et autres. L'action pour le climat, elle peut aussi, elle intersecte l'action qui porte sur les polluants atmosphériques. Beaucoup sont émis lorsqu'on utilise de la biomasse ou des énergies fossiles. Donc là, on peut avoir des gains, en fait, côté climat et côté qualité de l'air. Et puis souvent, quand on parle de santé mentale, on parle de l'éco-anxiété, qui est en fait de l'empathie et de l'inquiétude par procuration, mais la partie cachée de l'iceberg de la santé mentale, c'est les effets de stress post-traumatique pour ceux qui sont affectés par des déplacements contraints, quand le lieu de vie, l'habitation, l'école, ne permet pas d'assurer la sécurité, en fait. C'est vraiment ça qui est un facteur important de stress, d'où l'importance de penser des bâtiments résilients, des infrastructures résilientes, pour justement limiter ces effets sur le bien-être. La Cour internationale de justice a mené ces derniers mois des auditions dans le cadre d'une saisie par l'Assemblée générale de l'ONU à la demande des petits États insulaires en développement sur les questions de justice climatique. Et j'essaie de résumer brièvement les enjeux. Sur cette figure, vous avez la responsabilité historique des différents pays. En premier lieu, les États-Unis, et puis à peu près maintenant, quasiment à part égale, les États-Unis et la Chine, et puis ensuite d'autres pays qui se sont industrialisés plus tôt. Et de l'autre côté, vous avez un indice de vulnérabilité face au changement climatique en moyenne pour chaque pays. Il y a bien sûr des choses beaucoup plus hétérogènes à l'intérieur de chaque pays, mais c'est un indice moyen de vulnérabilité, où vous voyez que ceux qui ont le moins contribué au réchauffement actuel, qui ont des émissions de gaz à effet de serre, des revenus par habitant particulièrement faibles, sont exposés de manière disproportionnée. Et donc ça pose aussi une question, mais qui n'est pas simplement une question de l'accord de Paris sur le climat, qui démarre en 2015, de la responsabilité historique, du dommage transfrontalier qui est entraîné dans d'autres régions du monde, et de l'évolution du cadre du droit international sur la base vraiment des droits humains fondamentaux par rapport aux dommages liés au changement climatique. Donc, les évolutions à venir, elles vont dépendre des émissions à venir et donc des choix qui sont faits sur les émissions de gaz à effet de serre, de polluants, l'utilisation des terres. Cela va dépendre également du fonctionnement du climat et du cycle du carbone qui vont façonner le niveau de réchauffement planétaire à venir, qui vont entraîner des modifications des caractéristiques climatiques dans chaque région. Et ça dépend également des politiques d'adaptation, des actions mises en œuvre de renforcement de résilience, de réduction de vulnérabilité, qui peuvent permettre, pour un niveau de réchauffement donné, de limiter en fait l'aggravation des risques. Et enfin, des réponses inadéquates, elles peuvent devenir des risques. Si les politiques d'atténuation deviennent injustes, c'est rejeté. Si on met en œuvre des réponses façonnées dans l'urgence mais qui ont des effets indésirables, on peut construire des adaptations qu'on appelle des maladaptations qui vont entraîner des risques, par exemple pour les personnes les plus fragiles ou pour les écosystèmes, donc déplacer les risques, ce qui n'est pas du tout satisfaisant. Et enfin, la pression sur les terres, elle peut aussi entraîner des effets indésirables sur les écosystèmes, voire la sécurité alimentaire. Et donc on est sur ces enjeux complexes à aborder de manière intégrée. Donc la chose essentielle à retenir, c'est que le niveau futur de réchauffement va dépendre du cumul des émissions de gaz à effet de serre à venir. Et ça ne dépend pas du moment où c'est émis, de l'endroit où c'est émis, c'est vraiment cet effet cumulatif qui va déterminer le niveau de réchauffement à venir. Donc si vous voulez être sérieux en termes d'action pour le climat, il faut vous fixer un budget carbone à ne pas dépasser, de préférence réparti de manière juste, et ensuite s'y tenir pour ralentir la hausse du cumul des émissions et atteindre le plus vite possible des émissions à zéro net dans le monde. Et c'est seulement à cette condition-là que le niveau de réchauffement planétaire se stabilisera. Donc dans l'état actuel des connaissances, si on atteint des émissions à zéro net, il n'y a pas de réchauffement supplémentaire. Cette figure, elle est présentée uniquement à horizon 2050, donc le lien sur différents scénarios, le cumul des émissions de CO2 dans le monde et le niveau de réchauffement à venir, qui tient compte des autres facteurs. Ce qu'on peut aussi dire, c'est que la marge de manœuvre qui nous reste pour limiter le réchauffement à 1,5 degré, avec une chance sur 2 d'y parvenir, elle s'épuise année après année. On estime que le budget carbone résiduel
compatible avec une stabilisation du réchauffement à 1,5 degré, c'est l'équivalent de 6 ans d'émissions au niveau actuel. Donc ça veut dire inéluctablement, d'ici à la fin de la décennie, si les émissions mondiales ne baissent pas franchement, on aura acté de dépasser ce niveau de réchauffement planétaire. Et puis l'autre chose, c'est qu'au-delà de 2050, si on a un réchauffement important, plus de 2 degrés, alors en fait on a davantage d'incertitudes sur la réponse du climat, notamment parce qu'on s'attend à avoir une perte d'efficacité des puits de carbone naturels et des émissions supplémentaires avec le dégel des sols gelés. Et du coup, ça veut dire que pour limiter le réchauffement, il faudra faire davantage d'efforts, voire même être capable d'avoir des émissions nettes négatives, nous-mêmes, du fait de nos activités, pour parvenir à limiter le réchauffement. Donc ça, c'est la même chose, mais sous forme de graphique, avec séquencé dans le temps les différents scénarios qui sont explorés vis-à-vis des émissions mondiales de gaz à effet de serre. En orange, le scénario intermédiaire, qui ressemble le plus aux politiques publiques actuellement mises en œuvre dans le monde et leur extrapolation. Et vous avez au milieu les projections de réponse du climat planétaire. Donc vous voyez que sur une trajectoire orange, on s'attend à dépasser 2 degrés à horizon 2050. Donc ça, c'est l'échec de l'accord de Paris sur le climat, et à être proche de 3 degrés en fin de siècle. En fait, il y a une plage d'incertitude qui est de l'ordre de plus ou moins 1,5 degré pour chaque scénario d'émissions donné. En cas de forte baisse des émissions, les trajectoires bleu foncé ou bleu clair, les effets sont discernables sur le rythme de réchauffement planétaire au bout d'une vingtaine d'années. Et puis l'évolution à venir du climat, ce ne sera pas un long fleuve tranquille comme ça, ce sera modulé par la variabilité naturelle, notamment les événements El Niño, La Niña. Et donc cela fait que si on n'anticipe que le réchauffement moyen, on peut être touché par des impacts attendus pour un réchauffement moyen à venir dans quelques décennies plus tôt, quand cette variabilité naturelle nous fait rentrer dans cette plage de température. Alors, je reviens sur l'effet température. Donc, ce qui est très frappant, c'est l'augmentation de la fréquence et de l'intensité des extrêmes chauds. Au niveau mondial, ce qui se produisait une fois par 50 ans en climat pré-industriel sont déjà 5 fois plus fréquents. Et cette fréquence double entre un monde 1 degré et 1,5 degré plus chaud, c'est-à-dire entre maintenant et les années 2030-2040. La ville de Paris nous a demandé, pour le groupe régional d'experts climat, si c'était plausible d'atteindre des températures proches de 50 degrés avec les effets d'îlots de chaleur urbains dans la ville. Et le travail qui a été fait par mes collègues climatologues, il montre que dans le climat d'aujourd'hui, la pire vague de chaleur physiquement plausible, ça n'est plus 2003, mais c'est 2003 plus 4 degrés en région parisienne, donc la pire physiquement plausible. Et ensuite, qu'atteindre 50 degrés avec l'effet de chaleur urbain à Paris, dans le climat actuel, dans nos simulations, ça n'existe pas, mais dans un monde 2 degrés plus chaud, vers 2050, c'est possible. Donc comme une éventualité de probabilité d'occurrence faible, mais dont les impacts seraient considérables. Et là, ce qui est intéressant, c'est anticiper ce type d'éventualité pour les infrastructures critiques, pour s'assurer que ça puisse assurer la résilience. Et qu'est-ce que c'est ? C'est électricité, télécom, notamment, et puis services de santé, de manière vraiment indispensable. Alors, si l'on reprend les dernières estimations de l'action pour le climat dans le monde, donc vous avez en noir les émissions mondiales de gaz à effet de serre, et ensuite vous avez différents scénarios présentés à horizon 2035. Vous voyez le décalage entre les politiques publiques actuelles en bleu, en orange les promesses non conditionnelles faites dans le cadre de l'accord de Paris, et en rouge l'ensemble des promesses à horizon 2035. Vous voyez cet état des lieux des engagements, et après vous avez en bleu et en vert les trajectoires qu'il faudrait suivre si l'on voulait limiter le réchauffement largement sous 2 degrés, la plage bleue, ou proche de 1,5 degré, la plage verte. Ça peut donner un sentiment de découragement, mais ce qu'on peut aussi regarder dans l'autre sens, c'est ce qu'une action résolue cette décennie et les suivantes permettra de gagner. Donc si on continue simplement sur les politiques publiques actuelles, on va vers un réchauffement de 3 degrés dans le monde à horizon 2100, et ça se poursuit au-delà, parce qu'on n'a pas encore atteint la neutralité carbone. Si les promesses à horizon 2030 sont tenues, toutes, on pourrait limiter le réchauffement en fin de siècle au niveau mondial vers 2,5 degrés.
Si les engagements type Union européenne net zéro 2050, Chine 2060, Inde 2070 et le reste sont tenus, on n'est pas encore garanti que les efforts actuels le rendent plausible. Mais si c'était tenu, ça permettrait en fait de contenir le réchauffement sous 2 degrés d'ici à 2100. Donc vous voyez en fait l'importance de ce qui est mis en œuvre maintenant par rapport à ce que ça rend plausible comme plage de réchauffement attendue à la fin de ce siècle. Alors si on regarde du côté de la France, donc les émissions ont baissé. Elles ont baissé notamment sur les émissions territoriales, plus vite que les émissions dues à nos importations, qui sont importantes. La différence entre les émissions brutes et les émissions nettes, c'est l'efficacité du puits de carbone des forêts qui a diminué, des forêts gérées. Donc c'est un puits dû aux activités humaines. Et vous voyez qu'en fait, on a perdu une partie de ce service que nous rendent les forêts bien gérées. Vous voyez le rythme récent de la baisse des émissions qui avait augmenté et l'évaluation du Haut Conseil pour le climat qui disait que pour tenir les objectifs, il fallait augmenter d'un facteur 1,3 avec des points de vigilance sur les transports, premier facteur d'émission pour moitié la voiture individuelle. Donc les leviers d'action, c'est les autres alternatives à cette mobilité, mais aussi la forme et l'aménagement urbain par rapport aux demandes de mobilité. La rénovation thermique des bâtiments par rapport à la consommation notamment de fioul, de gaz pour le chauffage sous forme thermique. Et puis, bien sûr, la gestion des forêts et un point de vigilance aussi sur les déchets dont le cumul, en fait, augmente alors qu'il était anticipé d'arriver à les réduire en France métropolitaine. Si on regarde les risques clés en Europe en fonction du niveau de réchauffement planétaire, le premier est lié aux extrêmes chauds pour la santé et pour les écosystèmes. Le deuxième, aux pertes de production agricole. Les exploitants agricoles, ils sont en première ligne des impacts du changement climatique. L'augmentation des situations de pénurie d'eau, ce n'est pas les sécheresses agricoles, c'est le débit du Rhin qui est tellement bas que ça bloque l'activité économique, le transport de marchandises sur un grand bassin versant ou comme la vallée du Pô en Italie. Donc on s'attend à ce que cela augmente d'abord en Europe du Sud et ensuite en Europe de l'Ouest. Et puis l'ensemble des risques d'inondation par plus extrême ruissellement, débordement de cours d'eau, et puis montée du niveau de la mer à long terme, avec un risque important parce qu'on a soigneusement positionné nos villes, nos infrastructures le long des cours d'eau et le long du littoral. Donc on a une exposition particulièrement forte. Et on a également, pour les territoires d'outre-mer, des risques liés à la dégradation des écosystèmes, l'absence de stockage d'eau qui les rend beaucoup plus vulnérables au stress hydrique, des situations beaucoup plus rapidement aiguës d'insécurité alimentaire par l'isolement géographique. Dans certains cas, les dommages liés aux inondations et à la montée du niveau de la mer qui posent des questions d'habitabilité, et puis une augmentation fortement attendue de pertes et de dommages qui posent les questions de renforcement de résilience et de solidarité, et on le voit de manière très vive en ce moment. Mais ça, c'est pour une adaptation basse. Si on augmente les efforts d'adaptation pour un niveau de réchauffement planétaire donné, par exemple pour les risques liés à la chaleur, vous voyez qu'en investissant fortement sur l'adaptation, et c'est conditionné à ces investissements et cette mise en œuvre opérationnelle, pour un niveau de réchauffement donné, au lieu d'avoir des risques graves, on peut réussir à les contenir à un niveau modéré. Et qu'est-ce que cela veut dire ? Ça veut dire changer les comportements, savoir quoi faire en cas de vague de chaleur pour les individus. Ça veut dire intervenir sur les bâtiments pour, par exemple, améliorer l'ombrage ou la ventilation. Ça veut dire, en fait, dans certains cas, le recours à la climatisation ou à les réseaux de froid. Et puis, plus profondément et à plus long terme, c'est l'aménagement des quartiers, l'aménagement des villes, les îlots de fraîcheur, la forme urbaine qui peut permettre de limiter l'aggravation des risques liés à la chaleur. Et en fait, l'enjeu, c'est d'arriver à construire ces trajectoires où vous déployez certaines mesures, mais qui ont des limites, mais vous préparez le déploiement des mesures suivantes, séquencées dans le temps, de sorte à pouvoir avoir le maximum d'efficacité en termes d'adaptation, en jouant sur le séquençage de ces différentes options. Et chaque option, elle a des co-bénéfices ou des effets indésirables. Elle a un potentiel et des limites. Elle a un coût, puis elle a des limites à l'efficacité. Par exemple, les arbres en ville, s'il n'y a pas d'eau, ça ne fait pas d'effet de fraîcheur. Et puis les arbres en ville, par leur houppier ou par leur nature, peuvent émettre des composés volatiles, bloquer la ventilation de certaines rues
et exacerber des problèmes de qualité de l'air avec les allergènes et les composés volatiles. Et donc ça demande d'être bien pensé. On a également tous ces espaces verts qui peuvent être des zones hébergeant des vecteurs de maladies. Et donc on voit que l'intégration des effets sanitaires, elle demande à être pensée dans leur ensemble, les effets positifs, l'accès à la nature en ville, mais aussi les effets indésirables. Je prends l'exemple du risque d'inondation par notamment pluie extrême et débordement de cours d'eau. De la même manière, les investissements en termes d'adaptation peuvent permettre de garder des risques à un niveau modéré jusqu'à peu près 2 degrés de réchauffement planétaire en Europe. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire renforcer la protection, notamment les ouvrages de défense le long des cours d'eau, par exemple, les bassins de rétention et tout le reste. Ça veut dire pouvoir aménager l'intérieur des bâtiments de sorte à mettre davantage en protection et limiter les dommages suite à des inondations. Et ça peut être aussi, en fait, de renforcer le zonage et d'arrêter de déplacer, en fait, certaines infrastructures en pleine inondable parce qu'on estime que les coûts à venir seront trop importants à gérer. Et de la même manière, en fait, on a cet enjeu de séquençage de trajectoires d'action qui mobilise des acteurs différents, des moyens différents. Et ce que vous voyez, ce que j'esquisse, c'est que l'enjeu, c'est passer d'une adaptation qui soit réactive, on est touché, on se prépare au même événement, incrémentielle, on ne change rien, on essaie juste d'améliorer un peu la protection, à une adaptation qui soit transformatrice, c'est-à-dire par anticipation des caractéristiques à venir et qui aborde des changements systémiques plus importants. Alors la question, elle est particulièrement aiguë pour la montée du niveau de la mer. Donc on sait qu'on aura plus d'1 mètre de montée du niveau de la mer. En cas d'émissions très basses de gaz à effet de serre, ce sera à horizon de plus d'1 siècle. En cas d'émissions fortes, ça peut être d'ici à la fin de ce siècle. Et si on n'a pas de chance avec la réponse incertaine du Groenland et de l'Antarctique, surtout de l'Antarctique, le pire scénario physiquement plausible, c'est la courbe en pointillé, où on pourrait avoir plus d'1 mètre 50 à horizon de la fin de ce siècle. Et donc ça, c'est important pour les infrastructures critiques, névralgiques, avec une faible tolérance au risque, d'intégrer aussi ces éventualités, ces queues de distribution dans le dimensionnement des ouvrages. Et la particularité, c'est que face à la montée du niveau de la mer, on a besoin d'une planification à long terme, avec des mesures type bouger des sédiments, renforcer des écosystèmes qui ont des limites, avec un rythme rapide de montée du niveau de la mer. Ça gagne juste un tout petit peu de temps. Ce qui permet vraiment d'éviter les risques, c'est le fait d'arrêter de construire dans les zones qui vont être exposées et de planifier le repli. Et entre les deux, on a des ouvrages de protection en dur, mais qui auront des coûts élevés et qu'il faut pouvoir concevoir pour pouvoir être réactualisés au fur et à mesure du temps, et qui peuvent être une maladaptation dans certains contextes. Voilà, donc je termine en fait sur le focus adaptation. Dans le cadre de la COP28, on a eu la définition d'un objectif mondial d'adaptation et vous voyez ce qui apparaît en premier lieu. La première motivation des investissements pour l'adaptation, c'est l'accès à la santé et les systèmes de santé résilients. Bien sûr, il y a l'aspect eau, l'aspect système alimentaire, accès à une alimentation saine et abordable. On a la partie écosystème, toute la dimension qui touche à la pauvreté, la dimension sociale, le patrimoine en fait culturel, le patrimoine bâti aussi, qui pose des questions spécifiques, et enfin les infrastructures et les services essentiels qui soient résilients dans un climat qui change. Et donc les points importants que je veux porter à votre attention, c'est le travail notamment dans le cadre de la Convention climat des Nations Unies sur ce qu'est une adaptation transformatrice, comment on la caractérise, comment on peut la mettre en œuvre. C'est le déficit de financement dans le monde pour l'adaptation. Donc vous voyez les financements publics, 27 milliards de dollars, les besoins estimés à près de 400 milliards de dollars par an, autant pour les pertes et dommages, en fait, pour reconstruire post-catastrophe. Donc avec ces tensions croissantes suite à la COP29 sur le manque de financement, notamment pour les pays les plus vulnérables. Et puis enfin, un travail sur la pertinence des indicateurs pour arriver à suivre ce qu'est une adaptation efficace. Et la chose essentielle, c'est comment on mesure le renforcement des capacités d'adaptation et comment on mesure l'accroissement de la résilience et la réduction de la vulnérabilité. Et avoir des indicateurs pertinents, c'est essentiel pour guider la mise en œuvre opérationnelle
et efficace. Alors je termine sur les leviers d'action à horizon 2030, tels qu'ils sont évalués dans les rapports du GIEC, et on les regarde système par système. Système énergétique, les enjeux d'adaptation, les options d'atténuation, la taille de la barre, c'est le potentiel dans le monde. Le code de couleur, c'est une estimation du coût. Plus c'est rouge, plus on estime que le coût est élevé. Le deuxième grand système, c'est la partie alimentaire, gestion des terres et de l'eau. Et donc vous voyez que j'ai souligné en vert, sur les actions d'atténuation ou d'adaptation, les bénéfices en termes de santé, améliorer la qualité de l'air, une alimentation nutritive et saine, des écosystèmes en bonne santé et l'accès aux écosystèmes. Et je vais juste mettre l'accent sur cette partie-là qui aborde les systèmes urbains pour terminer. Donc avec les enjeux d'adaptation, notamment sur la gestion des eaux urbaines, les infrastructures vertes, les services des écosystèmes autour des villes et les formes urbaines, l'urbanisme et la gestion des terres. Et puis à côté, les leviers d'action qui portent sur les bâtiments et le transport, où c'est vraiment frappant, il n'y a pas un aspect qui se distingue explicitement. Il y a des leviers d'action d'efficacité et des leviers d'action en fait, de sobriété et d'innovation. Donc on voit les 4 grandes caractéristiques. Innovation technologique, s'appuyer sur les écosystèmes, et puis la maîtrise de la demande par l'efficacité et la sobriété qui se conjuguent vraiment pleinement à l'échelle de la dimension des systèmes urbains. Et je termine sur cet aspect de système urbain et de ville. Le GIEC en fait, va consacrer son prochain rapport spécial aux villes et au changement climatique. Le travail a démarré. Les auteurs choisis pour le faire ont été choisis. Et donc, si vous avez, vous, des travaux que vous souhaitez porter à leur attention, n'hésitez pas à le faire pour que, justement, cette évaluation de l'état des connaissances, des risques, des impacts, des leviers d'action, d'adaptation, d'atténuation et leur meilleure articulation puisse s'appuyer sur le retour d'expérience des acteurs de terrain, y compris sur la mise en œuvre opérationnelle. Merci.